L'été parano. C'est chaud. L'été parano. Le soleil brûle ta peau. Voyage, destination, complot. L'été parano. Il veut mes chichis, il fait chaud à la pomme au chocolat. Allez, allez, les beaux chichis. Chichi beignet chouchou. Il veut mes chichis, il veut mes chichis, il fait chaud. Oh, tous ces gens là, tous ces maillots, ces strings, cette huile de monoeil, on dirait il y a des yeux dans l'eau quasiment. Oh là là là, arrête, on est bien là quand même. Oui, il fait chaud quand même, hein. Il fait pas à ce temps caniculaire. Pour une fois que t'es sur une plage là, que la pluie n'est pas menaçante comme dans ta Bretagne natale, et puis tu te plains. Bon, c'est bon, on a compris ton aversion pour la péninsule armoricaine. Oh, c'est pas du tout ça. Mais si, enfin bon, le truc qui me saoule ici, c'est qu'il y a beaucoup de touristes aussi. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai ça, mais on est sur une plage populaire quoi, c'est la grande motte. Hein? T'as un problème avec les Haussiens là? Mais non, c'est juste, on sait pas où mettre son carré de serviette. Enfin bon, on va pas se prendre la tête, hein. C'est les vacances, t'as raison. Un petit verre de rosé pour s'hydrater, ça va nous faire du bien. Ah, je préfère quand t'es comme ça. Allez, à la tienne. Et tu sais quoi là? Je regarde les filles là-bas et puis... Bon, on a vieilli, mais ça me rappelle quand j'étais lycéen et qu'on venait draguer les meufs quoi. Et c'est vrai que les filles du Sud, il se passe quelque chose quand même. Il y en a qui sont drôlement bien bidochées, comme dirait le respecté et regretté Jean-Pierre Mariel. L'été parano. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, bidoché. Tu as entendu parler du complot du steak? C'est quoi ça? Une conspiration qui met en scène les élites malfaisantes de l'agro-business? Ou alors des écolos véganes qui veulent interdire la consommation de viande? Mais non, pas du tout. Le complot du steak, qui est d'ailleurs aussi connu sous le terme, ça va t'amuser, de complot phallocrato-carniste. Ah, ça ferait un bon t-shirt. C'est l'idée que depuis des temps immémoriaux, les hommes auraient privé volontairement les femmes de viande dans le but d'asseoir leur domination. Et donc, les différences de taille, de corpulence qui existent entre hommes et femmes n'auraient finalement rien de naturel ou de génétique. Elles seraient le fruit de l'oppression systématique des femmes par les hommes depuis la préhistoire, bref, de ce que les féministes d'aujourd'hui appellent le patriarcat. Et cette théorie révolutionnaire, on la doit à une Française, une certaine Priscille Touraille. C'est une anthropologue au CNRS, elle. Tout à fait. Et en 2008, elle a publié un livre qui s'appelle « Hommes grands, femmes petites, les régimes de genre comme force sélective de l'évolution biologique ». Ok, mais régime de genre, elle veut dire régime alimentaire de genre. Oui, c'est tout à fait ça. Tu vas comprendre facilement. J'ai son livre dans mon sac, je vais t'en lire un extrait. Ah voilà, le bouquin il est là. Oh, une belle couverture, ça donne envie. Je cherche la page. Oui, pendant ce temps-là, moi je me permets de regarder un petit peu... Et c'est vrai que les femmes là-bas, elles sont plus petites que les mecs, quoi. Ouais, toutes, hein. Ah ouais, toutes, ouais. toutes. Ah là-bas, il y en a une grande. Ah non, c'est un homme. Ah ça y est, c'est là. Toute l'évolution consciente et voulue de l'humanité a travaillé à une diminution de la prestance du corps féminin par rapport au masculin. Ça commence bien. Depuis la préhistoire, les hommes se sont réservés les protéines, la viande, les graisses, tout ce qui était nécessaire pour fabriquer les os. Cette discordance dans l'alimentation, eh bien, elle aboutit au fil des millénaires à une diminution de la taille des femmes, tandis que celle des hommes a augmenté. C'est là encore une différence qui passe pour naturelle alors qu'elle est culturellement acquise. Mais oui, je vois ce que c'est. J'avais lu un article il y a quelques années là-dessus. C'est donc le sexisme des hommes de Cro-Magnon qui expliquerait ces différences physiques que l'on observe aujourd'hui sur la plage, là, entre les sexes, quoi. L'été parano. Tous parano. Et si on entre un peu dans le détail de cette théorie, je me doute que cette Priscille Touraille apporte encore quelques arguments. Oui, alors pour essayer de t'expliquer un petit peu sa pensée, je pense qu'il faut partir de son point de départ. Son point de départ, c'est les femmes grandes. Elle avance que pour des raisons médicales diverses, eh bien, les risques de complications pendant la grossesse et l'accouchement sont moins importants chez les femmes les plus grandes. Ah ouais, y a pas le cul qui traîne par terre, quoi. Elle explique aussi que les enfants des femmes de grande taille ont de meilleures chances de survie que ceux des femmes de petite taille. Si je comprends bien, les femmes ayant des gènes codant pour une plus grande taille
auraient par conséquent dû avoir un succès reproductif, plus important aussi, en transmettant leurs gènes plus souvent. C'est mathématique là pour le coup. Et donc, contrairement à ce qu'on observe ici ou ailleurs, les femmes auraient dû être globalement aussi grandes que les hommes, non ? Et ce n'est pas le cas, puisqu'effectivement les hommes sont plus grands que les femmes, alors certes à des degrés divers suivant les zones géographiques, ici comme ailleurs. En tout cas, dans toutes les sociétés humaines, on le constate. Et donc il y a un paradoxe là, mais j'imagine qu'elle a la réponse à ça aussi. Oui, elle explique que les hommes préhistoriques vivaient d'abord au sein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, et que dans ces sociétés, c'est principalement les hommes qui partaient chasser. Et ces hommes, eh bien, ils se réservaient tout simplement la viande en priorité lorsqu'ils revenaient de leurs expéditions. Et comme les besoins énergétiques d'un individu, finalement peu importe son sexe, sont d'autant plus importants lorsque cet individu est grand. J'en sais quelque chose et tu en sais quelque chose. Exactement, les femmes plus grandes avaient de ce fait moins de chances de survivre et donc de se reproduire. Ah ouais, moi c'est pareil, hein. Tu me prives d'un sandwich aujourd'hui, j'ai moins de chances de me reproduire, hein, ça c'est sûr. Si c'était que ça. Et si, je poursuis le raisonnement, les femmes plus petites sont devenues de plus en plus nombreuses au sein de ces sociétés préhistoriques. Ah oui, parce qu'elles avaient moins de besoins nutritionnels. L'été parano. Tous parano. Il faut pas être parano comme ça. Bon, ok, admettons. Mais alors j'ai encore une question. Pourquoi avec la sédentarisation et l'invention de l'agriculture, cette tendance n'a-t-elle pas disparu ou au moins diminué ? Bah écoute, c'est très simple en fait. L'agriculture fournissait évidemment plus d'alimentation, y compris pour élever plus d'enfants, et donc les femmes ont petit à petit été reléguées uniquement à la sphère du foyer. Bah oui, il fallait bien s'occuper des mioches, quoi. Et du coup, elles ont été exclusivement ramenées, toujours selon Priscille, hein, à leur statut de procréatrices. Et elles ont enchaîné alors les grossesses bien plus souvent qu'au temps des chasseurs-cueilleurs. Et en enchaînant plus de grossesses finalement que leur corps ne pouvait le supporter, Ah ouais, pas facile quoi. leurs ossatures, eh bien, elles ont commencé à s'affaiblir. Plus question alors de participer à la chasse, qui est devenue uniquement une affaire d'hommes. Les hommes ont alors continué à leur donner simplement les restes de leur gibier, et les femmes n'avaient alors plus suffisamment de protéines pour que leurs muscles se développent autant que ceux des mâles. Oh, tout pour les mâles quoi. Voilà, et ce qu'on peut dire de tout ça, et c'est terrible, c'est que la condition féminine a finalement empiré avec la sédentarisation, malgré ce relatif surplus de nourriture comparé à l'ère précédente, celle des chasseurs-cueilleurs, si tu me suis. Oui, je suis, il y a du soleil, du rosé, mais enfin ça va, ça me tape pas encore trop. Mais bon, tout serait donc de la faute de la misogynie de l'homme des cavernes. Bon, c'est une thèse un peu loufoque quand même, hein. Je crois qu'Emmanuel Todd écrit d'ailleurs à peu près l'inverse dans son dernier livre, que je ne saurais trop te conseiller, hein, entre autres lecture estivale, livre intitulé « Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes ». Il y explique par exemple que les femmes enceintes, dans une société où les femmes meurent fréquemment en couche, parce que c'est quand même ce qui se passe aussi, c'est que l'accouchement c'était extrêmement dangereux, où la mortalité infantile était très importante, font l'objet de toutes les attentions de la communauté à laquelle elles appartiennent. Et en toute logique, dans une telle société où le fait même de manger à sa faim est un défi de tous les jours, les femmes enceintes sont finalement prioritaires en matière d'accès à la nourriture. Oui, lorsque la survie de l'espèce ne tient qu'à un fil, on prend particulièrement soin des femmes en âge de procréer, hein. Moi aussi, ça me paraît assez évident. Oui, les femmes et les enfants d'abord, ça date pas d'aujourd'hui. Tous parano. Tous parano. L'été parano. Puisque j'ai l'impression que tu as fait quelques petites recherches sur le sujet, j'ai encore une question. Quelle a été la réception de la théorie du steak, mais là, dans les cercles savants ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà sur le plan scientifique, cette théorie est généralement rejetée, voire moquée. Oh. Enfin, on est habitué dans Tous Parano en même temps. C'est scientifique obtus alors. Oui, enfin voilà. Mais par contre, c'est vrai que elle n'a jamais fait l'objet d'une publication académique dans une revue scientifique internationale digne de ce nom. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette théorie, elle, par contre, elle a eu un véritable retentissement au niveau médiatique ou dans les rangs des militantes féministes. Plusieurs exemples, si tu veux. Elle a été reprise par la journaliste Nora Boisouni dans son livre « Féminisme, quand le sexisme passe à table ». Oui, pour ceux qui aiment les jeux de mots, elle écrit féminisme, hein, F-A-I-M. Il y a aussi un documentaire qui a été diffusé sur Arte il y a quelques années de ça déjà, je crois que c'était en janvier 2014, qui s'appelle « Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes ?» Alors ce documentaire que l'on doit à une certaine Véronique Kleiner, met en image et en son la thèse de Priscille Touraille. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Ah si, il y a une journaliste...
Aude Lancelin. Ah oui, Aude Lancelin, oui, qui a qualifié le complot du steak de scoop anthropologique. Ça, c'était dans l'hebdomadaire Le 1. Aude Lancelin, c'est quand même quelqu'un d'assez connu dans le microcosme parisien. Un microcosme parisien, oui. Oui, enfin, ancienne animatrice de l'excellente et disparue émission Là-bas si j'y suis sur France Inter. Ouais. Oh, c'était bien. Ça. Ouais. Ensuite, elle a pris la tête du média, dans le même esprit, un petit peu de gauche, la web TV de la France Insoumise. Un petit peu beaucoup. Bon, il me semble que l'article que j'avais lu, article dont je te parlais tout à l'heure, justement, Oui. était quand même assez critique vis-à-vis de cette théorie. Ah oui, c'est vrai ça, parce que effectivement, certains opposants au complot du steak ont contribué, bien malgré eux, à la propagation de cette théorie du complot. Ah oui, mais ça, c'est le classique, les théories du complot. L'essentiel, c'est d'en parler. L'été parano. Bon, tout ceci est intéressant, mais j'ai envie de dire... et Darwin, alors? Ah, bonne question. Bah ouais, moi, j'ai un peu bossé le sujet quand on a fait notre épisode sur la théorie de l'évolution. Je note quand même un gros angle mort dans cette théorie-là. Ouais, qu'est-ce qu'il dirait, oncle Charlie, du complot du steak? Enfin, Priscille et ses acolytes, elles essayent de comprendre pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais si on retourne l'énoncé de cette question, C'est-à-dire? si on se demandait plutôt pourquoi les hommes sont plus grands que les femmes, ça change tout de présenter les choses sous cet angle. Parce que là, ça me vient naturellement, il y a toutes sortes d'explications. Déjà, lorsque les mâles se battent pour accéder aux femelles, ça favorise quand même les mâles de plus grande taille, t'as pu le voir dans les discothèques dans les années 90. Oui, à chaque fois je vois un documentaire animalier également. Et donc de leur perpétuation. Ouais, c'est ça le plus important. C'est quand même irréfutable. Les mâles sont plus grands et plus gros que les femelles chez tous nos proches cousins, que ce soit les chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans. Et cela a tout à voir avec une compétition sexuelle qui dure quand même depuis au moins 17 millions d'années et pas avec une pratique culturelle oppressive, entre guillemets, qui ne remonterait qu'au néolithique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Finalement, en résumé, plus les mâles sont grands, plus les femelles apparaissent en comparaison petites. Ouais, c'est ça, tout est relatif, comme d'habitude. Et sinon, il y a autre chose qui te fait dire que quelque chose cloche dans cette théorie, parce que je te sens un petit peu sceptique là. Oui, l'argument massu pour moi, c'est surtout que jusqu'à l'adolescence, les filles font en moyenne la même taille que les garçons, quand elles sont même pas plus grandes à un certain âge. Car regarder dans une école maternelle, c'est assez flagrant. Je vois donc mal comment le patriarcat du steak aurait généré des femmes devenant plus frêles que les hommes, mais seulement après les premières règles, pas avant. Et oui, d'autant plus que, puisque tu parles de règles, ça me fait penser à quelque chose, à ce qu'on dit, plus une femme est petite, plus elle a tendance à atteindre la puberté tôt. Tu l'as observé, ça? Faut être au courant de... Non. Non. En tout cas, si on considère que ce principe vaut quelque chose, si elle atteint la puberté plus tôt, eh bien, elle a plus de chances de faire davantage d'enfants. Oui, c'est mathématique. En commençant plus tôt, ça ne peut qu'aider. En tout cas, ça, c'est un élément que je n'ai pas lu dans le livre de Priscille Touraille, qui expose quand même un complot qui a de quoi rendre parano au moins la moitié de l'humanité. C'est pas rien. Oui, ou même un petit peu plus. Je transpire. Tu conspires. L'été parano. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'en peux plus de cette chaleur. Il faut que j'aille me baigner. Tu viens piquer une tête ? Non, merci. Attends, je vais recharger les batteries. Là. Priorité pour aller chercher une seconde bouteille de rosé. Puis des trucs à bouffer aussi, parce que ça m'a donné faim, tout ça. Ah oui, il y a des chichis, il y a des mecs qui passent là tous les 5 minutes. Oui, mais j'ai envie de saler. Bon, ok, ouais. Un conseil quand même avant d'aller piquer ta tête, là. Ouais, vas-y, dis-moi. T'éloignes pas trop du bord, parce que les sauveteurs là-bas, là, tu les vois ? Ouais. Regardez, là, ils sont en train de draguer le groupe de filles. Il pourrait y avoir 15 personnes qui se noient. Et C'est ils bougeraient clair. même pas l'orteil. Ça, c'est bien des mecs du Sud, quoi. Des branleurs, si j'ose l'expression. Oh, ça va. Branleur ? Ah ouais. Est-ce que tu ne serais pas en train de me donner l'indice pour l'épisode de la semaine prochaine ? Eh, touché, mon cher Geoffroy. Allez, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode de l'été parano. L'été parano.